Bonjour et bienvenue au Clever Talk. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Jenny Chamas. C'est une master coach pour femmes leaders et femmes ambitieuses. Elle a un podcast qui s'appelle Sensé avec des millions d'écoutes. Elle a accompagné déjà plus de 1000 femmes qui ont été coachées et accompagnées par elle. On est vraiment ravis de pouvoir l'accueillir au Clever Talk et de pouvoir avancer sur les réflexions qui sont le futur du travail, la tech et le féminisme. Elle aura, je suis sûre, beaucoup de conseils actionnables à vous apporter. À très vite. Bonjour Jenny et bienvenue au Clever Talk. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Jenny, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Bonjour Jennifer et merci pour ton invitation. Écoute, très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui et ravie d'être à Paris pour quelques jours. Merci d'avoir fait une halte dans ta vie trépidante quand tu arrives à Paris. On sait tout ce que c'est lorsqu'on arrive. Voilà, c'est vraiment un tumulte et un bouleversement à chaque fois. Et d'avoir pris cette petite pause pour pouvoir réfléchir avec nous et nous accompagner sur ces réflexions sur les femmes leaders et le futur du travail. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors j'ai 40 ans, je suis maman aussi de 2 enfants. J'ai fondé il y a 8 ans une entreprise qui s'appelle Coachapi, dont, la mission est d'accompagner les femmes leaders, tu en parlais tout à l'heure, à travers des programmes, de coaching, qui sont, majoritairement collectifs. Cette entreprise, elle sert une mission qui est bien plus vaste que ça, c'est vraiment de contribuer à la parité Mmh. dans le monde, du travail et dans les organisations en général et en politique et voilà, dans toutes les sphères de pouvoir et de décision et donc aussi dans le monde de la tech, n'est-ce pas? Et je fais ce métier, ce deuxième métier après un premier métier. J'ai longtemps travaillé dans le secteur de la mode. Le dernier poste que j'occupais était, au CODIR d'une grosse entreprise de fast fashion en expatriation à l'étranger. Voilà, Un double challenge. exactement. Avec, un bébé, sous le bras et un dans mon ventre. OK, Voilà. bah, c'est très bien. Je pense que tu comprends très bien la réalité, des femmes qui nous écoutent aujourd'hui et que ça va leur parler. J'aimerais bien qu'on commence ensemble à parler de ton parcours parce qu'on aime bien savoir d'où viennent les personnes, voilà, qui vont, nous, délivrer des conseils, actionnables. Quel est leur point de départ et qu'est-ce qui les a construites pour pouvoir, apporter cette réflexion aujourd'hui sur le monde? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours à titre personnel? Quels ont été les déclics qui t'ont forgé cette envie d'accompagner les femmes? Oui, je crois que pour moi, il y a eu un 1er, je sais pas si on peut parler de déclic, mais en tout cas un 1er élan et une première envie quand j'étais gamine. Je viens d'une famille, mixte. Mon père est libanais, bon, il est français aujourd'hui, mais il est né là-bas, il a vécu là-bas avant d'arriver et donc j'ai beaucoup voyagé au Liban et j'avais de la famille là-bas. Et quand j'étais enfant, j'allais tout le temps voir mes cousins et mes cousins, ils avaient un papa qui était entrepreneur et c'est le seul entrepreneur de ma famille, à qui, tout avait l'air de sourire. Bien sûr, ça c'était, la façade. L'entrepreneuriat rêvé, on adore cet Voilà, entrepreneuriat. mais moi je le voyais, il avait l'air, d'avoir beaucoup d'aisance financière, il était le patron, enfin tu vois? Ça me donnait envie et je m'étais dit, «Moi clairement un jour, moi je serai patronne, je serai entrepreneur». Donc ça, c'était quand j'étais gamine. Et puis ensuite, j'ai eu, d'autres appétences, j'ai fait Sciences Po. J'étais aussi très attirée par le secteur de la mode, donc après j'ai fait l'Institut français de la mode et c'est comme ça que je me suis, retrouvée à travailler pour, diverses entreprises, que ce soit dans le luxe ou dans la grande distribution, dans le secteur de la mode. Donc j'ai été expatriée à la fin de cette première carrière en Corée du Sud pendant 3 ans. 2 ans après ou c'était peut-être 1 an et demi après le démarrage de mon contrat, je suis tombée enceinte et donc j'ai vécu une grossesse, en Corée du Sud et pendant, la fin de ma grossesse et mon congé maternité, j'ai écouté beaucoup de podcasts, notamment à l'époque, je ne sais pas si tu connais, La Poudre, Oui, bien de sûr. Lorraine Bastide et puis j'écoutais aussi, Génération XX, Siam Djibril, je crois le nom de la créatrice et donc m'inspirait à la fois sur, le féminisme, j'ai toujours été féministe et l'entrepreneuriat au féminin Mmh. et je sais pas, il y a eu un déclic parce que moi, j'étais en train de négocier la suite. Est-ce que je devais refaire un contrat dans un autre pays ou faire carrément autre chose et tout ce qu'on me proposait, que ce soit en interne dans ma boîte ou en externe parce que j'étais souvent chassée, Ouais. c'était la même chose que ce que je faisais déjà. Or Mmh. moi, bon, j'avais fait le tour, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'avais envie d'autre chose et donc j'étais un peu perdue sur la suite et je me suis faite coacher et à l'époque, comme j'étais en Corée du Sud, je me suis faite accompagner par une Américaine, heu et
ma vie a radicalement changé d'abord en écoutant son podcast, c'était Bro Castillo, The Life Coach School, puis ensuite en faisant sa formation pour devenir, coach et très, très vite en fait, en 2 semaines, au moment où j'ai décidé de me faire coacher par elle, j'ai décidé que c'était fini. Ma première carrière était finie. On peut parler de déclic. Voilà. C'était assez rapide. Voilà et je pense qu'il y a un grand moteur, c'était, donc le deuxième enfant que j'attendais était une fille. Mon Mmh. premier enfant est un garçon et je me suis beaucoup interrogée sur, quelle vie professionnelle elle allait avoir. Est-ce que ce serait facile pour elle ou pas? Moi, j'avais le sentiment que ça avait été facile dans une certaine mesure parce que mes parents m'avaient vraiment outillée et puis surtout avaient toujours cru en moi. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai eu quand même le sentiment d'avoir, beaucoup à me battre et prouver ma place et notamment, quand j'étais dans ce poste au CODIR, je réalisais que mes collègues étaient, majoritairement masculins Mmh. et qu'en plus, j'avais un peu foutu le bazar parce que j'avais eu un bébé à l'étranger et en fait, ils avaient un nombre d'expats incroyable dans cette entreprise. Ouais. Ça ne leur était jamais arrivé d'envisager un congé mat de 16 semaines, Mmh. donc c'est vraiment Pas court. énorme, hein. Sur un contrat de 3 ans, je pense que c'est pas énorme et donc je me suis dit: «Mais comment c'est possible que ce soit encore un sujet?» Qui plus est dans une boîte qui fait plein d'argent et qui peut trouver un remplaçant pendant 16 semaines. C'est d'ailleurs ça s'est fait finalement, Mmh. mais il a fallu que ça passe par des discussions, en mode: «Mais en fait, il y a rien de grave. Ouais. C'est juste un bébé, c'est juste un arrêt, temporaire» et j'étais en pleine forme avant de partir en arrêt. Je me suis arrêtée une semaine avant mon accouchement, j'ai eu de la chance et puis en pleine forme quand je suis revenue et j'ai encore, poursuivi mon contrat après. Donc voilà, ça a réveillé beaucoup de choses en moi en me disant: «Non mais en fait, il faut quand même qu'on change les choses, c'est pas Mmh possible» mh, mmh. et le coaching à mon sens et l'accompagnement en général, c'est un terrain d'égalité. Parce que j'avais le sentiment que moi, si je donnais des outils aux femmes, les mêmes outils que j'avais reçus en coaching, ça allait leur permettre de se sentir plus fortes, plus libres, de s'autoriser en fait à faire ce dont elles ont envie Mmh. et je pense que le monde, en a besoin et d'ailleurs, je pensais ça il y a 8 ans et Ouais. je pense que ça encore plus aujourd'hui. OK. C'est encore plus important, je pense. C'est un peu comme si on leur donnait des super pouvoirs en leur disant, «Voici toutes les richesses que tu as et maintenant elles peuvent se concrétiser», donc c'est super beau la manière dont tu l'as articulé. On comprend bien, du coup, d'où tu viens et moi, j'aimerais revenir sur un élément qui, pour moi, est fondateur. Je pense que tu as une perspective un peu différente des autres femmes sur l'entrepreneuriat et le fait de gagner de l'argent, qui sont pas forcément partagées par toutes les femmes, et qui t'ont permis justement de vouloir très vite, te mettre dans une posture de, «Je veux être patronne, diriger et avoir une entreprise» et le fait d'avoir une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Comment toi, tu arrives à transmettre cette relation à l'argent qui a l'air plutôt saine et cette relation à l'entrepreneuriat et à l'entreprise au sens noble du terme, à tes coachés ou, dans le podcast, Ben, moi, j'ai une relation assez décomplexée à l'argent, Mmh. et ça, franchement, je pense que je le tiens de mes parents, en particulier, de mon père et puis, probablement de mon grand-père qui travaillait dans le milieu de la banque et qui sortait ses billets. Alors à l'époque, au Liban, les billets ne valaient rien, hein, donc voilà, mais il sortait ses billets, et il comptait. Et moi, j'avais l'impression d'être riche parce qu'il m'en donnait, mais ça valait rien, mais bon, j'étais riche quand même. Donc j'ai une relation décomplexée à l'argent, hem et pour moi, il a toujours été clair qu'en fait, je voulais avoir de l'argent parce que j'avais bien compris que quand on a de l'argent, au moins jusqu'à un certain point, Oui. bah, on s'en fait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on gagne, en sécurité, à la fois pour se loger, pour se nourrir, pour élever des enfants, voilà, des choses, qui sont essentielles. Mais au-delà de ça, moi, j'ai toujours eu le goût du luxe. Voilà, je voyais mes cousins, qui naviguaient dans le luxe et j'avais envie de la même chose. Moi, je rêvais de grands voyages, je rêvais de beaux hôtels, de bons restaurants et j'avais bien compris qu'en fait, il fallait gagner de l'argent pour ça. Ouais. Donc ça a été assez clair à la fois dans ma carrière, c'est-à-dire que je pense que j'étais une des seules jeunes femmes à négocier systématiquement chaque année ma revalorisation salariale Un énorme et à bravo. montrer, heu, à montrer tout ce que j'avais fait. Après, j'étais une bosseuse, donc voilà, je pense que je méritais vraiment, mais j'y allais, quoi Mmh. et donc pour moi, l'entrepreneuriat, ça ne pouvait pas aller sans l'argent. C'est-à-dire que c'était,
l'entrepreneuriat peut me faire gagner en liberté et en aisance financière. C'est-à-dire que j'estimais que je gagnais déjà très bien ma vie, mais j'estimais que je pouvais gagner plus Mmh. en étant entrepreneur. Hem et donc c'est avec cette perspective que j'ai monté ma boîte et je pense que cette perspective-là, elle est essentielle parce que quand tu as ça en tête, tu réfléchis, ton entreprise d'une façon qui te permette de gagner de l'argent. Ouais. Là où, aujourd'hui, on le sait, avec, les études qui ont été menées, malheureusement, j'ai pas les chiffres, mais c'est déplorable le nombre d'entrepreneurs féminins Mmh. qui ne se payent pas ou qui se payent le SMIC ou moins Ouais, est énorme ouais. et moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai coaché, que ce soit des clientes, ou mon entourage, ou des femmes entrepreneurs que je rencontre, que j'ai coachées sur l'argent. Ouais. Je veux dire, encore ce matin, je laissais un message à une copine en lui parlant de, «Mais en fait, pourquoi tu as pas envoyé ton devis? Pourquoi tu mets 3 heures à mettre le vrai prix?» En fait, c'est inné, si tu veux. En moi, c'est ça fait partie de moi Mmh, mmh et mh. donc je pense que c'est hyper important parce que j'ai vraiment, je suis convaincue que l'indépendance financière est essentielle pour les femmes, Ouais, parce que c'est ce qui donne le pouvoir de décider pour soi. ouais. Voilà Ouais, ouais, je et on en suis a besoin. totalement alignée avec toi là-dessus. Je pense que l'autonomie financière permet le pouvoir politique aussi Mmh. et de prendre des bonnes décisions et toi, bah, tu l'as très vite et compris et intégré parce que c'était, ton cap, un peu ton leitmotiv. On en a un peu discuté, mais c'est vrai que, je crois que selon les chiffres, c'est au bout de 3 ans, 27 des entreprises tenues par des femmes, arrivent à générer même pas 15 000 €. Donc Voilà. c'est Donc c'est catastrophique. voilà, il y a un vrai sujet, de ce côté-là et d'ailleurs dans tes coachés, est-ce que tu as plus d'entrepreneurs, plus de salariés? Et dans cette répartition, comment tu arrives à les guider sur ce sujet de l'argent? Alors, dans mes groupes, on accompagne majoritairement des groupes et je dis «on» parce que j'ai une petite équipe, donc je suis Ouais. accompagnée d'autres coachs, d'une responsable marketing. Nous avons majoritairement des salariés, on va dire on a 75 de salariés et le reste des 25 sont des entrepreneurs, soit des chefs d'entreprise, de PME, TPE-PME, soit des libérales, soit des solopreneurs. J'accompagne aussi en individuel et là je n'accompagne que des dirigeantes et donc là elles sont quasi systématiquement patronnes d'entreprise. Et donc en général fondatrices de leur entreprise, mais parfois c'est des repreneuses, parfois elles sont dans des cabinets, bon voilà. Les sujets d'argent sont les mêmes pour tous, sauf je dirais peut-être pour, les femmes en libéral qui ont choisi des métiers dans lesquels elles savaient qu'elles allaient gagner de l'argent et ça faisait partie de leur objectif. OK. Pour tout le reste, je dois coacher. Coacher demande d'augmentation, demande de bonus, négociation salariale à l'entrée. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en entreprise. Pour les entrepreneurs, je ne compte même pas le nombre de coachings qu'il a fallu que je fasse avec différentes personnes pour qu'elles s'autorisent Ouais. à s'augmenter, qu'elles s'autorisent à se verser un salaire décent. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des femmes qui ont investi en elles dans le coaching, donc leur entreprise en général gagne de l'argent. Mmh. Ou alors en a gagné, puis bon, elles ont passé une phase difficile, mais voilà, elles sont pas à 15 000 € par an. Mais pour autant, parfois, elles ne se payent pas ou elles se payent peu. Pour moi, là, il y a un vrai sujet. Donc, je coach et en fait, souvent, il suffit d'un petit rien. C'est-à-dire que le coaching suffit à hop, je passe la marche, Mmh. je me sens soutenue, je me sens accompagnée et là, tout à coup, je reçois des messages: «Jenny, je me suis offert tel truc. Jenny, j'ai pensé à toi parce que là, c'est bon, je pars en voyage», Mmh mh. et je me dis: «Bah, voilà, c'était là, en fait, hein, il y Ouais. avait juste besoin d'un petit, Exactement. De polir un peu le diamant brut et de se dire: «Allez, on va révéler, on va lancer un peu Exactement. la dynamique». Mais ouais, tout à fait alignée avec toi sur ce concept. Je l'explore aussi un peu avec Clever parce que notre axe, c'est de celui de se dire: «En fait, on va passer par le salaire». On vise des femmes qui, visent des salaires au-delà de 70-90-150 K et l'objectif, c'est de se dire: «Le prochain job que j'aurai, il doit à minima être, dans les mêmes tranches de salaire ou alors au-dessus». Ouais. Et c'est un discours qui peut un peu détonner lorsqu'on parle beaucoup de travail à mission, d'être aligné, de se préserver, d'avoir l'équilibre bien-être pro-perso. Et d'ailleurs, je sais que ça fait aussi partie de tes mantras. Comment on fait pour coacher les gens et pour, combiner un peu les 2 sur, le fait de cette obsession de l'équilibre? À titre personnel, je ne l'ai pas encore rencontré, mais qu'on nous promet en tout cas. Ouais. Comment toi tu. Alors, j'ai été interviewée il y a pas très longtemps, c'était cette semaine, sur le sujet
et j'ai beaucoup aimé ce qu'une des expertes interviewées a partagé, donc je vais partager ça. Elle disait: «Moi, je parle pas d'équilibre, je parle d'harmonie. Je trouve que c'est très juste parce qu'en fait, l'équilibre, ça renvoie à quelque chose de très figé. Donc c'est comme Mmh. s'il y avait, tu vois, un truc parfait. Ouais. Donc par exemple, passer autant de temps, à la maison qu'au travail, voilà, enfin alors qu'en fait, c'est tout sauf quelque chose de figé, Mmh. c'est mouvant, Ouais. déjà par essence. Exactement. Et l'harmonie, on peut la trouver, quelle que soit finalement, la répartition. Elle est propre à chacun, Ouais. elle est propre à chacune. Donc moi j'aime bien cette idée-là. Et souvent les femmes que j'accompagne, comme ce sont des leaders, elles ont 10 à 15 ans de carrière, parfois même 20-25 ans et donc elles sont à des postes à haute responsabilité, qu'elles soient, salariées ou entrepreneurs et plus elles ont des responsabilités et plus elles pensent que, ça doit les mobiliser en termes de temps. Mmh. Et c'est là où moi je dis: «Attention, on peut se poser la question». Oui. Et donc quand on se pose la question ensemble, on travaille sous plusieurs axes. Déjà, qu'est-ce que je fais dans ma semaine? Et est-ce que tout ce que je fais est vraiment créateur de valeur, est vraiment prioritaire, est vraiment essentiel? Ouais. La plupart du temps, ce que j'observe, c'est que, elles essayent à la fois de faire ça, bien sûr, ce dont on vient de parler, mais en plus de ça, elles essayent de tout gérer par ailleurs. Ouais. Donc gérer les détails, gérer tout ce qui se passe à la maison, bref, parce qu'elles, elles répondent à des injonctions contradictoires, en fait. C'est Exactement. vraiment par désir de bien faire. Mais en fait, c'est systémique. Moi, je le vois partout. Mmh. Toutes les femmes, essayent de faire ça. Donc nous, on détricote pour s'interroger: «OK, mais dans mes fonctions, en vrai, qu'est-ce qui va faire la différence?» Et il y a des postes dans lesquels il est possible vraiment de faire moins mais mieux et de trouver une harmonie. Ouais. Et puis il y a des postes dans lesquels on doit décider que, ben, en fait, on va y consacrer énormément de temps. Ouais. Et la question à se poser, c'est de se dire: «Bah, en fait, est-ce que ça me convient? Mmh. Et qu'est-ce que je veux?» Ouais. Mais c'est pas systématique que quand tu as un poste à haute responsabilité, tu dois nécessairement travailler comme une malade. Mmh. Je veux dire, moi, j'accompagne plein de femmes pour qui c'est pas le cas. Ouais. Oui, oui, on peut déléguer, on peut, se décharger des choses qui sont à moindre valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de systèmes qu'on peut mettre en place pour, ne pas se sentir submergé. Ouais. Quand bien même j'aimerais bien qu'on retourne sur ta période où tu étais, du coup dans l'écodir. Moi j'entends beaucoup de femmes qui dans cette recherche de l'équilibre, même si on parle maintenant un peu plus, d'harmonie et de cycle et de mouvance, qui vont se dire: «Je dois pas trop travailler pour me préserver pour la sphère privée», par exemple. Comment on arrive à, moduler le fait que, bah, alors si on a de l'ambition, ben, quelque part on est obligé de mettre, une charge de travail qui va être conséquente et de l'accepter. Mais et Ouais. moi c'est plutôt le côté d'acceptation que j'essaie de travailler avec les clients, c'est de se dire: «Je peux pas et à la fois vouloir, avoir des ambitions qui vont être très grandes et en même temps me dire que je vais pouvoir, conserver, une sorte, d'équilibre avec le reste, mais que pendant un moment, bah, il va falloir être totalement déséquilibré pour servir mon ambition». Ouais. Ben, je pense que en soi, tu réponds déjà en partie à la question, et c'est la question, fondamentale qui est: «Est-ce qu'on peut tout avoir?» Mmh. Moi, je pense qu'on peut tout avoir, mais pas en même temps. Ouais. Et ça, c'est la vie qui m'a montré ça. Je pense qu'on traverse, beaucoup de phases. À titre personnel, mes enfants ont 8 et 11 ans. Clairement, je ne vis pas la charge de travail que j'ai de la même façon aujourd'hui qu'ils ont 8 et 11 ans, par rapport à quand ils avaient, 1 et 3 ans. Je veux dire, j'étais beaucoup plus stressée, j'étais en plus en entreprise, donc dans un cadre que j'avais choisi, mais c'est C'est pas moi rigide. qui ai fixé le Ouais. cadre. À cette époque-là, je n'aurais jamais imaginé que, quand ils auraient 8 et 11 ans, la vie serait différente. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment accepter que, et je le souhaite à nous toutes, que la vie est sur un temps long et que donc, on va faire des choix. Les choix peuvent varier. Mmh. À un certain moment, on va appuyer sur l'accélérateur, à d'autres dans la vie professionnelle, à d'autres, on va s'autoriser à être peut-être un peu plus au ralenti et inversement, dans la vie personnelle et que rien n'est gravé dans le marbre Ouais, et qu'on a le droit de se reposer ces questions régulièrement. exactement. Voilà. Mmh. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Puis la deuxième chose, c'est de réfléchir à quel est son équilibre? Parce que quand on regarde autour, on se compare.
On se dit: «Ah, ce qu'elle fait elle, c'est mieux que moi ce que je fais moi» et cetera. Mais en fait, personne ne peut répondre à notre place. Ouais. Et donc il faut tester et expérimenter. Moi, par exemple, j'ai observé, donc je travaille 4 jours par semaine. Ça, c'est dans la théorie. En réalité et c'est vrai parce que le mercredi, je m'occupe de mes enfants. En réalité, je bosse aussi le mercredi. Ouais. En réalité, il m'arrive de bosser le week-end ou le soir, j'ai un truc, paf, je vais revenir sur mais moi, je me dis pas, «Je bosse comme une folle». Pas du tout, Ouais. je n'y pense même pas. Parce que c'est en moi, je suis bien, j'adore ce que je fais et en même temps, j'ai le sentiment de pouvoir passer du temps de qualité avec mes enfants, ce qui est important pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ce serait peut-être beaucoup plus, désirable de bosser, à des horaires très fixes, Ouais. et de peut-être bosser 5 jours, mais de quand elle arrive à la maison, tout s'éteint. Ouais. Voilà et en fait, l'harmonie, elle est différente en chacune de nous. Donc voilà Exactement. et peut-être aussi par étape de vie. Ouais, je suis tout à fait, d'accord avec toi sur cette, vision de l'alternance et des cycles et ce qui peut aussi beaucoup influer les cycles, c'est, le partenaire de vie. On en a un peu discuté et je pense aussi que ça a une grande importance dans sa manière de penser l'entrepreneuriat aussi, pour les femmes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu as déjà observé? Comment un plus one peut influencer, du coup Oui. sa vie ou sa trajectoire, professionnelle? Ouais. Alors moi, je peux déjà parler de ma propre expérience, qui est que, donc j'étais en expatriation. Mon mari m'a suivie en Mmh. expatriation, donc il a quitté son boulot pour me suivre. Ça a été une longue négociation. Heu Belle négociation. une négociation réussie, mais le deal, c'était une expat, pas plus. J'ai respecté ma part du contrat. Quand je lui ai dit, «Bon, en fait, je vais quitter ma boîte et je vais en monter une», bon, moi, j'étais tellement convaincue que lui, il n'a pu que me faire confiance. Mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a été extrêmement soutenant. À aucun moment, il n'a remis en question, ma décision. Il m'a même, conseillé sur comment négocier mon départ, voilà et donc nous sommes rentrés à Paris d'expat, tous les 2 au chômage. Ouais. Donc c'était vraiment un choix de vie. On gagnait beaucoup moins qu'avant au chômage. On récupérait, un appart, on avait 2 enfants en bas âge. Enfin voilà, faut voir le Ouais, le truc. contexte, mouvant. Mais j'avais à côté de moi quelqu'un qui était serein, et qui a cru en moi. S'il n'avait pas cru en moi, s'il ne m'avait pas soutenue, je ne sais pas à quel point j'aurais réussi. Je ne sais pas. Ouais. Parce que j'ai pas vécu cette histoire, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cet élément-là a été extrêmement aidant. Ouais. Évidemment, tout cela n'aurait pas pu se faire de cette façon si moi j'avais pas eu une conviction énorme Mmh. et que de toute façon je lui demandais pas son avis, hein. Enfin, soyons très clairs. Mais quand même, je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Et moi, ce que je vois, ben, c'est beaucoup de choses différentes se produire. C'est-à-dire que soit on a, un ou une partenaire, qui est très à l'aise, très en sécurité avec les questions d'argent. Ouais. Soit on a un ou une partenaire qui, est complètement, freak out, tu plus de salaire fixe, c'est, Mmh. la catastrophe. Hem et dans ce cas-là, on va avoir moins de soutien. Donc évidemment, c'est plus facile quand on a du soutien de son partenaire. Bien sûr. Ça va de soi. Mais j'ai envie de dire, pour moi, un couple, c'est comme une équipe et c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir. C'est-à-dire se filer des coups de main, pouvoir se renvoyer la balle, voilà et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et en général, quand ça se passe pas bien, peut-être aussi qu'il y a d'autres sujets, en Ouais. fait, à aller chercher. Mmh. Oui, oui, il y a un passage de relais qui est certain dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ce que je vois aussi dans le cadre de la carrière, lorsque les femmes deviennent plus ambitieuses ou qu'elles se révèlent ou qui ça va nécessiter une charge de travail ou, nécessairement de travailler plus tard, de grignoter un peu sur le temps de famille. Il y a peut-être moins d'acceptation, du côté du partenaire que, comme c'est admis dans la société lorsque c'est l'inverse Ouais. et le cas que tu nous cites, alors partir en expatriation, c'est encore assez exceptionnel, aujourd'hui, même si ça tend à se démocratiser. Ouais. Et je suis assez d'accord avec toi et je dirais, peut-être il y a une des choses qui peut faire la différence, c'est comment le père est-il investi dans sa parentalité quand le couple, est parent. Mmh. Parce que, moi je sais que je pense ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que comme il m'a suivi en expatriation, au début il s'est retrouvé seul avec notre bébé de 7 mois.
à Ah oui. qui, bien sûr, on a cherché une garde parce que lui, mon mari avait ses projets. Mais il avait plus peur, en fait, d'être avec des enfants en bas âge. Il a développé, Et ça des crée beaucoup de relations liens. exceptionnelles avec ses enfants. Ça l'empêchait pas d'être très ambitieux au niveau de sa carrière. Donc, Ouais. hem et donc le jour où j'ai dit: «Bah, je monte ma boîte» et donc oui, j'allais bosser un peu plus et cetera, ça lui faisait pas peur, en fait. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant, de le voir comme ça. J'aimerais bien qu'on creuse, maintenant les patterns que tu as pu identifier chez les femmes, les freins qui reviennent, assez régulièrement lorsqu'il s'agit d'expansion de carrière. On a aussi un peu parlé de la vision du corps, de l'image de la femme. Donc quels sont toi, les freins que tu entends qui reviennent assez régulièrement depuis maintenant, 7 ans que tu as cette expérience avec les coachés? Alors, bon, il y a un des freins dont on a parlé beaucoup, c'est l'équilibre Ouais, de vie, hein, donc on l'a évoqué, mais je pense que c'est un des freins majeurs. Mais avant ça, le premier frein, c'est le sentiment d'illégitimité. OK. C'est-à-dire que je peux dire qu'à 98 toutes les dirigeantes que j'ai soit accompagnées, soit rencontrées, m'ont parlé de leur syndrome de l'imposteur Le ou fameux. du sentiment de pas être à sa place, Ça n'empêche qu'elles ont des carrières brillantes, qu'elles ont prouvé à maintes reprises que, elles réussissaient, Ouais. que tout le monde autour d'elles reconnaît leur légitimité, en tout cas une grande partie des gens. Mais pour autant, ce sentiment d'illégitimité est bien là. Il se manifeste Mmh. par beaucoup de doutes, Mmh. par beaucoup de pensées critiques, Ouais. des pensées intérieures critiques qui finalement, génèrent pas mal d'inconfort. Et finalement, j'ai envie de dire, les femmes qui réussissent leur carrière, en tout cas qui vont là où elles ont envie d'aller, Ouais. c'est comme ça que je définirais la réussite, eh bien, ce sont celles qui acceptent de vivre avec ce sentiment d'illégitimité sans que ça les empêche d'agir malgré l'inconfort. Mmh Voilà. mh, mmh mh. Très belle définition, très complète. Mais oui, le syndrome de l'imposteur, il revient beaucoup. Ça vient toucher à beaucoup d'éléments, l'estime de soi, le fait qu'on nous ait fait confiance, comment on arrive à gérer les injonctions sociétales, comment on arrive à gérer le fait de ne pas être apprécié parfois et d'avancer, et de continuer à être dans l'action. D'ailleurs, quelles sont les techniques que vous avez pour qu'on se mette dans l'action? Parce que ce type de travail qui est hyper important sur le leadership, de remise en question, donc elles vont prendre le coaching, mais parfois on peut se laisser emporter par le quotidien. Moi, j'ai beaucoup de procrastination, qui peut arriver, même si on est plutôt en mode bootcamp. Comment on fait pour pouvoir, déjouer un peu cette procrastination qui arrive parce qu'il y a d'autres éléments, les aléas du direct, comme j'aime bien les appeler, qui arrivent? Je pense que, il faut être très, très clair sur ses priorités. Ouais. C'est-à-dire que, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes clientes, je leur dis, «Bon, bah, alors, notez vos 3 priorités. C'est quoi vos priorités en ce moment?» Donc on peut se poser la question sur, ce trimestre, ça peut être l'année, le trimestre, mais même cette semaine. OK, 3 priorités, donc et dans les 3, on met tout, hein, c'est-à-dire pro, perso, hein, et ça doit être précis. Et puis Et ensuite, elles arrivent à rester à 3. 3 c'est maximum, elles n'ont pas le droit d'en dire plus. Bravo. Et ensuite, je leur demande de regarder leur agenda Mmh. et de voir sur leur planning, comment sont reflétées ces priorités. En général, les priorités, elles ont ça du planning. Ouais. Bon, bah, en fait, il y a pas de mystère. C'est-à-dire que si on veut, se mettre en action sur des choses qui sont essentielles pour soi, on doit les prioriser. Et prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas plus de 3 et ça veut dire qu'on doit renoncer à certaines choses. Ouais. Et ce renoncement, il est temporaire. Donc il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je le répète, on le fait par phase. Mmh. Et donc à un moment, bah, dans ton bootcamp, on va prioriser que c'est ça la priorité. Ouais. Et donc, bah, peut-être les trucs que je faisais avec les copines ou les urgences auxquelles je répondais sans me demander si c'était important ou pas. Bah, là, pendant les semaines où on va bosser ensemble, Mmh. en fait, je suis intransigeante. Peut-être aussi que, pendant, 4 semaines, je vais, prendre, plusieurs heures, de babysitting, Ouais. si j'ai des enfants. Peut-être que, je préviens mon partenaire de vie et je lui dis: «Je te préviens, là, en fait, je vais bosser tel soir, tel soir, tel soir et en fait, voilà, je vraiment, je cale ce temps et je n'en déroge pas». Ouais. Et en fait, ça marche quand on fait ça. Mmh mh, Mais mmh. ça demande de décider, Ouais. ça demande d'accepter potentiellement de déplaire ou de décevoir, ce qui est très difficile pour les femmes parce que nous avons été socialisées pour, faire plaisir, Ouais. pour
aider et donc c'est très dur d'accepter de pas faire ce que j'appelle du people pleasing, hein, de vraiment, faire plaisir aux gens. Mais en même temps, c'est se choisir soi, Ouais. c'est important. Ouais. Ouais, ouais, c'est très difficile de caler dans l'agenda, mais on retient très bien, on a besoin de prendre du recul, de vraiment setuper ses priorités et ensuite d'anticiper, de prévenir autour de soi pour être au clair et ne pas procrastiner. Ce sont des formidables conseils et je vais moi-même les appliquer. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu à une partie qui m'avait beaucoup touchée de toi. J'avais lu un de tes posts sur, le regard que les femmes se portent sur leur physique, le temps qu'on passe à en parler et on est toutes dans cette même situation. On doit à la fois, comprendre l'absurdité de ce jeu et en même temps le jouer. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur, ce que tu as trouvé comme mécanisme pour le déjouer ou pour aider, les personnes qui t'accompagnent ou toi à avancer sur ce chemin de se libérer de ce poids de, bah, justement du poids, du physique et de Ouais. l'attractivité? Alors, bon déjà ce constat, il part d'un constat absolument personnel, qui est celui donc, d'une femme de 40 ans, moi-même, dont le corps change, probablement parce que, elle est peut-être en périménopause et avec le recul, parce que j'ai eu le temps de me poser des questions, qui a fait son premier régime à 16 ans, alors qu'elle n'avait pas besoin de perdre de poids. Voilà. Mmh. Donc ça vous donne juste voilà un, un background et je le partage librement parce que je pense que, il faut dire les choses, en fait. Ouais. C'est pas ne faisons pas semblant sur ce que les femmes vivent Mmh. depuis tant d'années et donc moi depuis que j'ai 16 ans, enfin depuis que je suis toute petite, je crois que je suis grosse. Ouais. Voilà. Donc et comme je vis et j'ai été éduquée Toutes. dans une société grossophobe, Ouais. eh bien, en plus, même si j'étais grosse, je pourrais penser que c'est pas un problème. Mais moi, je pensais que j'étais grosse et en plus, je pensais que c'était un problème. Donc, ma vie a été régie par ça, par un nombre de régimes incalculables, par, des techniques, en veux-tu en voilà, par un nombre de livres lus énorme et surtout par une quantité de pensée critique et d'énergie déployée Ouais. sur un sujet qui est absolument inutile puisque je suis en pleine santé aujourd'hui, heu et que mon poids, varie, de quelques kilos, on s'en fout, en fait. Voilà. Ce qui est important Que de le les dire. choses que les choses soient dites et d mais du coup, ça m'a, ce sujet parce que, bah, je me suis, dans ma vie, beaucoup fait accompagner, coacher et j'ai le sentiment d'avoir réussi beaucoup, beaucoup de choses que j'avais envie de faire. Mais ça, c'était le dernier rempart, tu vois? C'était le truc, j'ai beau, me faire coacher dessus, j'ai beau essayer telle technique ou telle autre, je n'y arrive pas et en fait, ça m'a amenée à voir la taille de l'iceberg que je ne voyais qu'en surface, Ouais, qui est que ce que je vis, chaque femme le vit avec son histoire différente bien sûr. et que, nous sommes en grande majorité occupés, on occupe une grande partie de notre énergie, de nos ressources financières aussi, Ouais. à essayer de coller à une image, souvent en plus cette image elle change, qui est, inaccessible Mmh. et surtout, qui a décidé que cette image-là, c'était, celle de, la femme parfaite, la femme belle, la femme désirable, la femme à qui tout réussit, la femme qui a de la valeur? Ouais. Pour moi, c'est vraiment le résultat d'une société patriarcale, dans laquelle les femmes sont là au service des hommes, hein, globalement. Mmh. Alors évidemment, bien sûr, je pourrais nuancer mon propos, bien sûr, les femmes ont de plus en plus de place et cetera, mais bon, regardons les chiffres de façon, Très factuel. très factuelle. Qui dirige le monde? Bon, voilà. Qui a l'argent? Voilà. Donc juste, voilà, soyons, assez Retrouvons les choses, basico-basiques voilà, au milieu, c'est très bien. et donc je me suis dit: «Bon, moi, j'ai plus envie que ça me prenne autant de temps». Alors, pour être tout à fait honnête, je peux pas dire que j'ai encore réussi sur ce terrain, mais c'est en cours. Ouais. C'est en cours parce que je pense que, voilà, la relation à son corps, est hyper importante et plus on se sent bien dans son corps et aussi dans sa tête et plus, en fait, on va aller vers ce qui nous fait kiffer. Donc quand, je vois que lors d'un week-end entre amis, parce que moi j'adore faire des week-ends entre filles, 60 des Mmh. conversations sont passées sur la cellulite, le dernier régime, le dernier make-up et tout ça, c'est pas que ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas. Je fais partie de ces conversations. Ouais. Mais moi, je m'interroge quand même, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie à ce à quoi on a envie de dédier notre énergie?
Est-ce qu'il y a pas des trucs vachement plus passionnants, quoi? Ouais. Et moi, je le vois, les femmes que j'accompagne, elles sont passionnantes à bien des égards, donc elles ont plein de trucs à raconter, à faire, à partager avec leurs amis, mais pourtant, c'est à ça qu'on est réduite. Ouais. Donc moi, il me semble important et donc le coaching fait partie, évidemment, des techniques pour, déjà prendre conscience du poids de ses pensées dans nos vies, dans la façon qu'on a de se sentir, parce qu'en fait, ça déprime. Hem et puis, retrouver du pouvoir, en fait, le pouvoir de choisir ce qui est important pour soi, ce qui l'est moins et chacune va décider ce qui lui convient. Mmh. C'est OK d'avoir envie de passer beaucoup de temps à, trouver une solution pour avoir moins de cellulite. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Ouais. Simplement, ça doit se faire en conscience. À Exactement. partir du moment où c'est conscientisé et qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on le fait avec plaisir, mais allons-y. Mmh. Mais moi, en tout cas, j'ai décidé que moi, ça me faisait plus de mal que ça me faisait de bien. Ouais. Donc voilà, à titre personnel, j'ai fait ce choix-là. Mais je crois que c'est vraiment juste placer la lumière là-dessus qui me semble important. Ouais. Ouais, ouais et tu le fais avec, beaucoup de brio, donc merci beaucoup. Et en effet, on est toutes, dans ce vortex où on a été matrixées par le fait que le corps était beaucoup plus important que le reste chez une femme. Et qu'on était une denrée périssable en plus, Mmh. donc il faut faire attention. Moi, je me suis rendu compte à titre personnel, j'écrivais beaucoup sur des journaux, depuis que j'étais très petite et j'écrivais sur, bah, la relation au corps et comment je me sentais à ce moment-là et j'ai pris conscience un jour en relisant tous mes cahiers qu'en fait, ils se ressemblaient tous et que je passais beaucoup trop de temps à parler de mon corps et j'ai décidé de parler que de mes actions et de mes accomplissements Mmh. et ça me fait beaucoup plus de bien, donc je comprends tout à fait. J'adore. Super technique. J'arrête de d'écrire, sur des sujets qui me mobilisent trop d'énergie et qui ne génèrent pas assez de ressources. On va passer à la partie questions-réponses, un peu vrai ou faux. Les femmes sont naturellement moins ambitieuses que les hommes. C'est faux, Pour réussir dans le corporate, il faut renoncer à sa vie perso. c'est faux. Le syndrome de l'imposteur est une faiblesse féminine. Non, je pense qu'il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur chez les hommes aussi, il se manifeste différemment. La maternité est un frein insurmontable pour les carrières féminines en entreprise. Insurmontable, non, mais c'est un frein. Il faut être dur et agressif pour être respecté en tant que leader. Non. Le bien-être au travail est un luxe réservé aux hommes. Non, je crois pas. Les femmes leaders doivent prouver 2 fois plus que les hommes. Oui. Est-ce que tu peux développer cette, dernière, question? Oui, moi je parle beaucoup des secteurs, dans lesquels il y a, beaucoup d'hommes. Mais finalement, c'est aussi vrai dans des secteurs où il y a beaucoup de femmes. À partir d'un certain niveau hiérarchique, pouf! Là, il C'est y a plus que d'accord. des mecs. Alors évidemment, les entreprises avec lesquelles je parle me disent: «Oui, mais il y a beaucoup de fuite des talents. Les femmes ne veulent pas et n'acceptent pas les postes à plus haute responsabilité» et je veux bien le croire puisque moi, je les coach et parfois, j'en ai qui me disent: «Ouais, j'ose pas» ou «J'ose pas postuler» ou «Je sais pas si je vais accepter», alors qu'elles en crèvent d'envie. Tout ça pour revenir, au fait que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, pourquoi parfois elles n'acceptent pas? Pourquoi parfois elles ne postulent pas? Parce que en fait, elles savent que ça va leur demander énormément d'efforts. Ouais. Et quand je dis énormément d'efforts, c'est quoi? C'est un travailler beaucoup plus que les mecs pour montrer elles sont légitimes à leur place. Mmh. Et notamment dans les secteurs où, bah, c'est la première femme au COMEX, par exemple. Bah, en général, elles sont regardées un peu, voilà, elles sont testées, quoi. Ouais. Est-ce que ça va le faire? En plus, elle est jeune, attends, est-ce que Mmh. ça va le faire? Est-ce qu'elle a vraiment sa place? Donc elle va devoir travailler 2 fois plus. En plus, elle va se retrouver qu'avec des mecs. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les conversations, en off, Ouais. dans les dîners et cetera? Bah, en fait, il va falloir qu'elle s'adapte Mmh. et ça va lui demander de l'énergie. Parce que même si elle reste elle-même, si elle veut faire partie du groupe, il va quand même falloir à un moment donné Elles s'intègrent. qu'elle s'intègre. Mmh. Donc tout ça, c'est de l'énergie, tout ça, c'est du temps et c'est invisible. Ouais. Donc oui, oui, les femmes doivent travailler 2 fois plus pour arriver au même poste et quand on arrive sur des postes à haute responsabilité, des fonctions à haute responsabilité. Oui, je pense Ouais. que c'est le cas. Et donc que penses-tu des quotas? Je pense que Alors moi, je suis à fond pour. OK. Je suis pour, quoi qu'on en dise, oui, elle est là que parce qu'il y a les quotas. Bon, je pense qu'il y a assez de talent féminin pour que, ce soit pas le cas, Ouais. hein. Donc je pense que ça va beaucoup trop lentement et que s'il y avait pas les quotas, ce serait encore pire. Donc je suis pour les quotas. Après, j'entends qu'il y a effectivement des secteurs comme par exemple dans la tech, où parfois on manque de vivier, de femmes, Mmh. pour arriver à, remplir, ces quotas de la loi Rixin qui, je crois c'est
40% de femmes dans les CODIR et les COMEX, c'est ça qu'on vise. Ouais. Donc ça, je l'entends. Mais je crois que déjà, si on regarde tout simplement les entreprises qui n'ont pas ces problèmes de recrutement, bah, parfois, il y a du boulot hein, pour que la parité arrive Ouais. dans les CODIR et les COMEX. Mmh. Donc on en a besoin. Ouais. Ouais, ce serait une bonne base pour, essayer de rééquilibrer un petit peu la balance. J'ai reçu Olivier Sibony qui, écrit des ouvrages sur la diversité. On en a un peu discuté, il pensait que c'était le système qu'il fallait carrément réformer et au lieu de se dire que les femmes devaient postuler à des jobs, plutôt que les RH soient un peu, comme des sélectionneurs de bons profils. Ouais. Et donc se dire: «Voilà, vous êtes automatiquement en lice pour ce poste parce que vous avez les compétences, alors maintenant on va vous recevoir». Et donc ça change, la dynamique et vraiment il partait du postulat de: «On a changé le système avant de changer les gens» parce qu'ils n'ont pas changé comme ça. Bah, je suis complètement d'accord et je trouve l'idée extrêmement intéressante. Il y a énormément d'entreprises, et moi je travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont des programmes de talent et Mmh. notamment de talent féminin, justement à ce titre-là. Mais je sais pas et je ne crois pas qu'elles vont jusqu'à dire à la femme ta au talent identifié, «Ce poste est pour toi» et donc en fait, tu es en lice, Ouais. quoi qu'il arrive Mmh. et je trouve que c'est hyper intéressant comme Ouais. idée. Mmh. Ouais, ouais, j'ai bien aimé son changement de paradigme. Maintenant, je vais avoir 2 dernières questions de la fin. La première, ça va être ta vision un peu, pessimiste de ce monde, si on continue avec, ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui pourrait advenir? Et la deuxième, ça va être la vision optimiste, évidemment. Alors pour moi, la vision pessimiste, c'est, un monde dans lequel, les connexions humaines, s'effritent encore plus. Les humains sont encore plus polarisés, ce qui aurait pour impact, dans le monde du travail qu'on travaille encore moins en collaboration, avec encore moins de diversité, de mixité et que, le pouvoir, que les femmes ont acquis, Mmh. soit perdu et je pense que c'est pas impossible quand je vois ce qui se passe dans le monde, notamment avec, la montée de l'extrême droite. Une vision optimiste, c'est une vision dans laquelle, justement, le fait que l'IA prenne de la place nous montre à quel point c'est utile d'avoir, des endroits où ça va beaucoup plus vite pour pouvoir mettre de l'énergie là où on a besoin de l'humain, à savoir, la connexion humaine, mais aussi, le soin, et la connexion à notre planète, Ouais. à la nature, aux choses matérielles, en fait, au terrestre, voilà, à ce qui est et dans lequel, on arrive justement à changer les dynamiques, Ouais. à transformer le monde du travail pour intégrer tout ce dont on a parlé, bah, notre humanité, notre besoin, que ce soit, pour les hommes ou pour les femmes, hein. Notre besoin d'avoir du temps, avec ceux qu'on aime, notre besoin, de s'épanouir dans le travail, voilà et je crois que vraiment ces deux directions sont possibles, même si évidemment, moi je vote pour la seconde. Ouais, oui, oui, tout à fait, je te rejoins. C'est une superbe vision qu'on puisse utiliser la technologie finalement pour se reconnecter avec le vivant et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin. Comme ça, on aurait que la forte valeur ajoutée dans nos vies. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Est-ce que tu aurais 2 recommandations de personnes avec qui je pourrais poursuivre cet échange sur le futur du travail, la tech et le féminisme? Je voudrais pas dire de bêtises, mais Céline Lazorte de Sista, tu Mm. l'as peut-être, déjà contactée et puis après, je pense qu'il serait hyper intéressant d'entendre, parler un ou une DRH Ouais. qui a testé justement de nouvelles techniques pour changer le système dans une entreprise qui réussit en fait le pari de la parité et je ne connais pas cette entreprise donc Peut-être Shine, du coup. Je vais me rapprocher de Shine. Entendu. Bah, merci beaucoup. Merci pour cet échange, riche, Jenny. merci à C'était toi. super conseils et on a hâte de poursuivre, dans un prochain chapitre. À très vite. À très vite. Merci Jennifer.